Nous venons de terminer la présidence hongroise du Conseil de l'Union européenne. C'est une réflexion logique, car cette présidence s'est achevée le 31 décembre. Il est donc temps de tirer un bilan. Il faut bien l'admettre, nous avons énormément travaillé. De nombreuses personnes ont travaillé dur pour le succès de la présidence hongroise. Selon mes estimations, plusieurs centaines de personnes issues de l'administration publique et plus d'un millier, si l'on inclut les domaines connexes, ont contribué à ce succès. C'est une excellente occasion pour leur adresser nos remerciements. Merci à tous ceux qui ont œuvré pour la réussite de la présidence hongroise. En tête de liste, je tiens à remercier le ministre János Bokka pour son travail remarquable. Il mérite nos applaudissements. Merci, János. Quant à ceux qui ont travaillé contre le succès de la présidence hongroise, car il y en a eu un certain nombre, que le diable les emporte. Quant aux Hongrois qui, sous mandat de Bruxelles, ont travaillé contre leurs propres compatriotes, qu'ils soient envoyés dans les tréfonds de l'enfer. Pour être honnête, avec ces mots, j'ai accompli ma mission, évaluer la présidence hongroise. Mais il est important de souligner que la présidence hongroise ne marque pas la fin de quelque chose. Bien au contraire, elle constitue le début de quelque chose, le commencement d'une nouvelle ère. Bien sûr, nous ne devons pas tomber dans l'erreur du petit coq qui pense que si lui ne chante pas, le soleil ne se lèvera pas. Cependant, nous ne devons pas non plus sous-estimer notre performance. Dans les livres d'histoire, cette période de 6 mois apparaîtra comme celle où Donald Trump et les patriotes européens ont entamé la transformation du monde occidental. Il est donc plus pertinent de parler de ce que sera cette nouvelle ère. Aujourd'hui, il est largement admis que nous vivons une époque de transition dans le système mondial, marquée par l'ascension de l'Asie, notamment de l'Est. L'ordre mondial tel que nous l'avons connu jusqu'à présent, un système conçu et dominé par l'Occident, plus précisément par les anglo-saxons, touche à sa fin. Les grandes puissances mondiales et leurs centres d'influence redéfinissent actuellement les cadres économiques, politiques et culturels dans lesquels nous vivrons probablement pendant de longues décennies. À mes yeux, les grandes puissances travaillent d'arrache-pied et se préparent intensivement à cette nouvelle ère. Elles s'emploient à redéfinir les cadres géopolitiques. Elles veulent garantir que les choses se stabilisent dans leur voisinage immédiat, sans surprise ni menace, et elles cherchent à faire reconnaître leurs droits sur les zones d'influence nécessaires à leur sécurité. C'est pourquoi la question de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN est au cœur de la guerre russo-ukrainienne, car les Russes feront tout pour l'empêcher, quel qu'en soit le coût, et ils réussiront. C'est aussi pourquoi des lieux comme le Groenland, le Canada et le Panama apparaissent à l'agenda de la politique internationale. C'est pourquoi le sort de la mer de Chine méridionale et de Taïwan figure également dans les actualités quotidiennes. La préparation des grandes puissances concerne également l'économie. Le bruit de la bataille est le plus fort dans le domaine des nouvelles technologies et des industries innovantes. En Chine, après une période de production de masse, et en parallèle avec celle-ci, la transition vers des industries high-tech à forte valeur ajoutée est en cours. Mobilité électrique, exploration spatiale, télécommunications, intelligence artificielle, voilà leurs priorités. Cette orientation est aussi au cœur de la nouvelle politique économique américaine de Donald Trump. Les libéraux occidentaux, ces dernières décennies, ont inventé et construit ce que l'on appelle le woke capitalisme. Les politiciens libéraux occidentaux ont remplacé les critères de compétitivité et de performance par la propagande de la diversité. Ils ont placé les préoccupations morales et idéologiques au-dessus de la concurrence et du rendement, se présentant comme étant du bon côté de l'histoire et travaillant pour un ordre mondial juste. Cependant, cette approche a mis fin à la croissance économique. Elle a fait exploser l'inflation, entraînant la fermeture d'usines les unes après les autres. La valeur des salaires a diminué de manière préoccupante, mais cela ne semble pas compter pour eux. Peu leur importe que leur système économique entier s'effondre, tant qu'ils peuvent continuer à se considérer comme de bonnes personnes, éthiquement supérieures au reste du monde. Un exemple parlant est la transition verte et le plan de relance écologique, qui est en train de ruiner l'économie européenne. Voilà ce qu'est le woke capitalisme. La bonne nouvelle, c'est qu'en Amérique, ils se sont réveillés. Ils ont compris que si les choses continuent ainsi, le monde entier, et certainement la Chine, les dépassera. Ils ne seront plus qu'un marché pour des produits ultramodernes fabriqués ailleurs. Si rien ne change, ils perdront même la capacité d'écrire l'avenir. Dans le meilleur des cas, ils pourront seulement le lire. Et avec le temps, ils perdront même la capacité de comprendre ce qui se passe autour d'eux et avec eux.
C'est pourquoi, aux États-Unis, ils ont décidé de descendre de cette voie. C'est de cela qu'il s'agit avec la victoire de Donald Trump, et c'est aussi de cela qu'il s'agit avec la nouvelle politique économique américaine qui commence dans 6h30. La troisième grande arène de la compétition mondiale concerne les modèles d'organisation étatique. Partout dans le monde, on recherche les formes d'organisation sociale qui garantissent la meilleure performance et le plus grand potentiel de réussite. Des débats passionnants et instructifs se déroulent sur ce sujet, de Washington à la Chine, en passant par l'Inde, la Russie, l'Iran, Israël et la Turquie. Ce que tout le monde peut constater, pour peu qu'il ouvre les yeux, c'est que le modèle occidental d'organisation étatique, que l'on appelle démocratie libérale, a échoué. Ce modèle s'est effondré sous le poids de ses propres erreurs et contradictions. Et le lieu de cet effondrement, c'est précisément son pays d'origine, les États-Unis. Une bureaucratie étatique hypertrophiée, une économie surréglementée, un État incapable d'agir ou de prendre des décisions. Un État qui, au final, ne travaille plus pour ses citoyens, mais contre eux. C'est contre cela que les Américains se sont rebellés. Cette rébellion américaine ouvre la voie, crée des opportunités, et légitime la compétition entre différents modes d'organisation étatique. Dès demain, nous verrons s'affronter le modèle américain et le modèle bruxellois. Enfin, la quatrième grande arène de la compétition concerne les politiques identitaires, celles qui servent la cohésion sociale, l'esprit communautaire, et en termes simples, l'identité nationale. Seules les grandes puissances qui fondent leur vie étatique sur une identité commune peuvent réussir. Histoire, langue, religion. Autant de valeurs que la démocratie libérale a méprisées, marginalisées ou considérées comme obsolètes. Mesdames et messieurs, quel rapport cela a-t-il avec la présidence hongroise? En quoi cela concerne-t-il notre travail? Mes amis, pendant 6 mois, nous avons observé de près ce qui se passe à Bruxelles. Nous avons pu examiner les rouages de ce système à la loupe, jusqu'aux entrailles même de la bête. Et ce que nous y avons trouvé n'était pas beau à voir. Nous avons constaté que le seul centre géopolitique qui ne s'occupe absolument pas des questions déterminantes pour l'avenir, c'est Bruxelles. Ni des transformations géopolitiques mondiales, ni de leurs conséquences sur nous. Non seulement l'Union européenne est en retard dans cette compétition mondiale, mais elle n'a même pas commencé à s'y préparer. Elle reste confortablement assise dans les vestiaires, comme si elle ignorait que le match décisif est sur le point de commencer. Si les choses continuent ainsi, l'Union sera exclue de la compétition, son économie s'effondrera, et les conditions de vie sécurisées qu'elle offrait disparaîtront. L'Union européenne doit se réveiller, mais au lieu de cela, elle persiste dans son ivresse. Elle ne veut pas la paix, mais pousse à la guerre. Elle ne veut pas protéger ses frontières, mais encourage l'immigration. Elle ne soutient pas les familles, mais défend l'idéologie du genre. Elle ne veut pas une énergie abordable, mais impose des politiques vertes. Notre conscience, cependant, est claire. Nous avons dit ce qu'il fallait dire, même en prenant des risques et en acceptant des débats houleux. La présidence hongroise a averti que cette guerre affaiblit l'Europe. Nous allons subir une défaite. En fait, nous avons déjà subi une défaite. Ce n'est pas un match de football, où l'important est de savoir pour quelle équipe on joue ou qui on soutient. Ce n'est pas un jeu, c'est une guerre. Et c'est nous qui en payons le prix. Quand une guerre se déroule sur le continent européen, nous ne pouvons qu'y perdre, tous autant que nous sommes. Pas seulement l'Ukraine, qui a déjà été dévastée par ce conflit, mais aussi toutes les économies nationales européennes. Les prix montent en flèche. Notre argent est englouti par le front ukrainien. Les sanctions frappent nos entreprises en plein cœur. Et les coûts de l'énergie détruisent les entreprises européennes qui étaient encore compétitives avant la guerre. La présidence hongroise a brandi le drapeau de la paix. Elle a ouvert la voie à des cessez-le-feu et des négociations de paix. Elle a engagé le dialogue avec les parties belligérantes et a exercé une pression sur les dirigeants européens pour qu'ils relancent la diplomatie et la communication. Car dans une guerre où les parties visent la destruction totale de l'autre, il n'y a pas besoin, ni même possibilité, de communication. Mais croyons-nous vraiment que sous le drapeau de l'Union européenne, nos soldats défileront un jour sur la place rouge à Moscou? Si nous n'y croyons pas, alors nous devons maintenir ouvertes les voies du dialogue diplomatique. C'est ce que nous avons fait, même si cela n'a été possible qu'à l'échelle nationale, en raison de l'opposition des autres États membres qui rejettent la paix. Mais nous avons tenu bon,
Et aujourd'hui, nous transmettons fièrement le flambeau de la paix au nouveau gouvernement américain. Reconnaissons-le, tout cela leur convient mieux, ou plus précisément, correspond mieux à leur échelle. La bonne volonté, le courage, l'habileté diplomatique et le sens du devoir chrétien sont des choses admirables. Mais au final, la paix exige de la force. En fonction de nos propres intérêts géopolitiques, nous avons résolu l'adhésion de la Roumanie et de la Bulgarie à l'espace européen sans frontières, lancé les négociations d'association de l'Albanie et rapproché tous les pays des Balkans de l'Union européenne. Nous avons adopté un plan commun pour simplifier la réglementation économique, renforcer l'agriculture et réduire les prix de l'énergie. Même dans les politiques renforçant les identités, nous avons enregistré des succès. Sous la direction de Madame Meloni, nous avons lancé une rébellion contre la politique migratoire de Bruxelles. Nous avons organisé, pour la première fois dans l'histoire de l'Union européenne, une conférence sur la démographie, fait adopter des documents reconnaissant les valeurs de la vie juive, malgré la montée de l'antisémitisme en Europe occidentale, et fondé le Parti européen des patriotes, garantissant une représentation forte des idées souverainistes nationales à Bruxelles. Mesdames et messieurs, voilà ce que nous avons accompli. Ce que nous avons réalisé en Europe. Ce n'est pas rien, c'est même une avancée que nous n'avions pas vue depuis des années. La question qui se pose est, où se trouve la Hongrie dans tout cela? Tout comme les grandes puissances, nous, les Hongrois, travaillons à devenir des gagnants dans le nouvel ordre mondial en train de se dessiner et qui semble devoir durer. Dès le début des années 2010, nous avons modernisé la structure fondamentale de notre économie. Nous avons déplacé le fardeau fiscal du travail vers la consommation, mis en place des taxes faibles sur le travail, créé 1 million de nouveaux emplois, instauré le plein emploi, établi un environnement favorable aux investissements et aux entreprises, et assuré une augmentation continue des salaires, à l'exception de l'année 2013, marquée par les sanctions de guerre. Nous avons placé les familles au centre de l'économie et de la société, intégré les universités dans le système économique, redéfini les bases de la recherche et de l'innovation, et entrepris de développer les industries les plus avancées en Hongrie. Nous avons construit les usines les plus modernes au monde dans le domaine de l'électromobilité, lancé notre propre système satellitaire, participé aux recherches militaires les plus avancées, développé l'industrie des lasers, et initié des recherches médicales de pointe, notamment dans un domaine où nous avons un lauréat du prix Nobel. Ce travail n'a pas de fin. Il n'y a jamais assez de nouvelles technologies. Dès 2010, nous avons mis en place un nouveau système étatique basé sur un constitutionnalisme souverainiste, défendant les familles et les communautés, et enraciné dans les traditions chrétiennes, en remplacement de la démocratie libérale. Comme les Américains le disent à notre sujet, nous étions Trump avant Trump. Dans les domaines de l'économie, de l'organisation de l'État et de l'identité, nous sommes en bonne posture. Nous faisons partie des leaders mondiaux, non pas comme suiveurs, comme ce fut le cas pendant des siècles, mais en tant que pionniers, modèles et audacieux expérimentateurs. C'est pourquoi nous sommes des icônes pour les conservateurs occidentaux, et pourquoi les libéraux occidentaux nous détestent profondément. Et c'est précisément grâce aux luttes menées au cours des 15 dernières années que la Hongrie peut désormais se permettre une nouvelle politique économique. Cette nouvelle politique économique vient d'être lancée. Son premier plan d'action en 21 points est en train de se concrétiser dans l'économie hongroise. Sa base politique et son soutien viennent de la dernière consultation nationale, qui portait sur la neutralité économique. 1,35 million de personnes ont participé à cette consultation, et 95% d'entre elles ont soutenu que la nouvelle politique économique devait être fondée sur la neutralité économique. À ce stade, il convient de dire quelques mots sur la neutralité économique dans le contexte de l'Union européenne. Les libéraux considèrent la doctrine de la neutralité économique comme un simple outil de communication ou comme une idée sérieuse, mais qui ne touche pas aux aspects fondamentaux. Pourtant, la neutralité économique est le concept et la direction politique qui déterminent la place et le chemin de la Hongrie dans l'arène internationale. Une place et un chemin différents, voire opposés, aux attentes de Bruxelles, traçant ce que l'on pourrait appeler la politique indépendante de la Hongrie. Mesdames et messieurs, le fait est que les dirigeants actuels de l'Union européenne l'ont isolé. Ne vous laissez pas tromper lorsqu'ils nous accusent d'être isolés. C'est une vieille astuce communiste. Ils accusent toujours leurs opposants de ce qu'eux-mêmes font. La vérité est qu'il n'existe pas un autre continent qui se soit autant isolé des acteurs clés du nouvel ordre mondial. L'Europe s'est isolée de la nouvelle administration américaine. Les libéraux européens ont dépeint Donald Trump comme un démon, et malheureusement, ce souvenir reste gravé non seulement dans nos mémoires européennes,
mais également dans celle du nouveau gouvernement américain. L'Union s'est isolée de la Chine en la qualifiant de rivale systémique et en lançant une guerre commerciale contre l'une des superpuissances économiques mondiales. L'Union européenne s'est également isolée de la Russie. Les dirigeants européens considèrent la guerre russo-ukrainienne comme leur propre conflit et ont démantelé la structure économique basée sur l'énergie russe bon marché associée à la technologie européenne avancée, sans offrir de solution de remplacement. Et l'Union s'est isolée du continent de l'avenir, l'Afrique. Au lieu du bon sens, elle impose des politiques LGBTQ et de genre, totalement étrangères à la réalité africaine, comme condition à la coopération, sapant ainsi toute relation basée sur la confiance. Pendant ce temps, sous la présidence hongroise, nous, les Hongrois, avons continuellement travaillé à construire des partenariats pour l'avenir. Nous avons établi des relations avec les dirigeants républicains, qui ont remporté des victoires écrasantes, maintenu des canaux de communication et assuré une coopération en matière de sécurité énergétique raisonnable avec la Russie. Près de la moitié des investissements chinois en haute technologie destinés à l'Europe arrivent en Hongrie, et les compétences hongroises en gestion de l'eau et en agriculture sont bien accueillies partout en Afrique. Si les choses continuent ainsi, l'Union deviendra le grand perdant du nouvel ordre mondial. Nous disons non merci à cet échec collectif. Nous voulons des amis, des partenariats, des relations économiques, des bénéfices commerciaux et des avantages dans les relations internationales. Et faisons une pause ici, chers camarades bruxellois, car le masque que vous portiez est tombé. Il est difficile de trouver une classe politique aussi hypocrite que celle des bureaucrates bruxellois. Alors qu'ils exigent que nous nous débarrassions des ressources énergétiques russes, une quantité record de gaz naturel liquéfié d'origine russe a été livrée en Europe occidentale. Pendant ce temps, les grandes entreprises européennes achètent leur pétrole russe via des circuits détournés en Asie. Les sanctions, dites-vous ? Un fonctionnaire bruxellois a tenu une présentation de 45 minutes sur les moyens systémiques de contourner les sanctions et a conclu en disant « Les sanctions fonctionnent ». Et lorsque je regarde le nouveau paquet de sanctions, je constate qu'ils sont désormais tellement à court d'idées qu'ils envisagent d'ajouter des équipes de football à la liste. Mesdames et messieurs, nous, les Hongrois, avons une stratégie élaborée pour l'ère mondiale à venir, contrairement à Bruxelles. Ces résultats sont évidents. Même nos adversaires ne peuvent les contester sans embarras. Tout le monde a un emploi. Les familles hongroises paient les coûts énergétiques les plus bas d'Europe. Nous avons maîtrisé l'inflation, à tel point que nous avons pu augmenter les retraites en termes réels l'année dernière. En plus de l'indexation sur l'inflation, nous avons également alloué 150 milliards de forints supplémentaires aux retraités. Les salaires augmentent. Nous avons doublé les allègements fiscaux pour les familles. Nous introduisons un nouveau programme de prêt au travail en complément des prêts étudiants. Le déficit budgétaire diminue et la dette publique n'augmente pas. Personne ne conteste que la croissance économique hongroise en 2025 sera au moins 2 fois supérieure à celle de l'Union européenne. Des investissements publics d'une valeur de 450 milliards de forints seront lancés. Les petites et moyennes entreprises hongroises bénéficieront de 1400 milliards de forints en 2025. Les économies des familles hongroises seront au moins le double de la moyenne de l'Union européenne. Mesdames et messieurs, à la lumière de ces résultats, la question est la suivante. Si Bruxelles va dans une direction et nous dans une autre, si eux font ainsi et nous autrement, quelle sera la relation entre Bruxelles et la Hongrie dans les années à venir ? Notre point de départ est que la présidence hongroise n'était pas centrée sur l'Union européenne, mais sur le peuple hongrois. De même, nous façonnerons la relation entre Bruxelles et Budapest en fonction des intérêts du peuple hongrois. Ce qui se passera ne découlera pas des intérêts de l'Union européenne, mais de la grande stratégie de la Hongrie. La question de départ est donc la suivante. L'état de santé de l'Europe et de l'Union européenne nous concerne-t-il ? Nous pourrions dire, si l'Union est malade, qu'elle le reste, mais que la Hongrie soit en bonne santé. Nous ne voulons pas changer l'Europe. Nous voulons simplement vivre notre vie comme nous l'entendons, et tout ce qui nous importe, c'est que personne ne puisse entraver cette volonté. Cela semble audacieux et séduisant, mais malheureusement, ce n'est pas aussi simple. En 2025, une telle approche ne sera plus soutenable. Tout d'abord, parce que le contenu et la qualité des règles économiques de l'Union européenne influencent directement le succès des acteurs économiques hongrois. Les effets d'une mauvaise politique économique de Bruxelles peuvent être atténués à Budapest, mais ils ne peuvent pas être entièrement éliminés. De plus, certaines compétences exclusives de l'Union, comme le commerce et la politique douanière, concernent des enjeux cruciaux, voire fondamentaux. Ainsi, pour la Hongrie,
Il n'est pas indifférent que l'Union soit malade ou en bonne santé. Du point de vue de nos succès hongrois, c'est une condition limite essentielle. Or, l'Union est malade. Aujourd'hui, l'homme malade de l'Europe, c'est l'Union européenne. Les symptômes sont évidents, bien connus, et souvent analysés en détail. Sans entrer dans les détails, il suffit de souligner que l'Union est incapable de garantir la paix et la sécurité en Europe et dans son voisinage immédiat. Il suffit de penser à la guerre russo-ukrainienne. L'Union est également incapable de garantir le bien-être de l'Europe. Le rapport Draghi en est un exemple éloquent. De plus, l'Union ne parvient pas à enrayer l'immigration illégale. Elle ne fournit aucune perspective à l'agriculture européenne. Pire encore, avec l'adhésion éventuelle de l'Ukraine à l'Union, elle détruirait les agriculteurs européens. Ces questions ont été abordées par la présidence hongroise de manière claire, compréhensible et directe sur le plan politique. Cependant, débattre, poser des questions et tenir des consultations ne suffira plus à l'avenir. Cela relève du gaspillage de mots et de temps, car on ne peut pas construire une politique sur la compréhension des bureaucrates bruxellois. Nous le savions déjà, et les expériences de notre présidence n'ont fait que le confirmer. Ils sont intransigeants. La crise de l'Union ne s'est pas formée du jour au lendemain. Nous luttons avec ces problèmes depuis des décennies. Cela soulève également la question de la responsabilité des institutions et des individus. Après tout, nous parlons ici de politique. Cependant, ce sujet mériterait une autre intervention à part entière. Ce qui est important ici et maintenant, c'est que l'Union accumule échec sur échec, et que, dans le même temps, ces institutions continuent de se renforcer, notamment en s'attribuant de nouvelles compétences. Regardons la liste. En 2000, nous avions décidé qu'en 2010, l'Union européenne serait l'économie la plus compétitive du monde, fondée sur la connaissance. C'était la stratégie de Lisbonne. Nous voyons où nous en sommes aujourd'hui. Puis vint la stratégie Europe 2020, avec des objectifs concrets de développement. Elle est restée sur le papier. Ensuite, est arrivé le plan pour la transition verte. 5 ans après, il a échoué. Et voilà que Bruxelles, au lieu de s'autocritiquer, répond à cet échec par de nouvelles politiques centralisées et en retirant davantage de compétences aux États membres. Parallèlement, évidemment pour servir cet objectif, Bruxelles abuse de son pouvoir de manière de plus en plus flagrante, liant les États membres par des contraintes juridiques et financières. On assiste même à une forme de représailles et de punition, comme dans le cas de la procédure de conditionnalité contre la Hongrie, mais aussi à des méthodes plus complexes et sophistiquées. À mon avis, et je peux le dire en toute confiance après ce semestre, Bruxelles ne pense absolument pas que l'Union européenne soit malade. Ils estiment qu'elle fonctionne exactement comme elle doit fonctionner. Je dois dire qu'aujourd'hui, le but de l'intégration européenne est l'intégration elle-même. La bonne question serait de se demander si les politiques communes rendent les États membres plus performants ensemble que séparément. Mais, pour Bruxelles, la vraie question est plutôt de savoir comment les politiques communes contribuent à la création d'une bureaucratie supranationale. Dès lors, la question est, face à ce constat, comment réagissons-nous, nous les Hongrois? Comment pouvons-nous soigner ou guérir l'Union, qui vise la fédéralisation et la suppression de la souveraineté des États membres? Pour résumer, je peux vous répondre ceci. Il faut un changement, et ce changement ne peut être obtenu que par des moyens politiques, de l'extérieur, et à travers des conflits assumés avec Bruxelles. Bien sûr, il vaut également la peine d'utiliser les outils disponibles au sein de l'Union, comme conclure des accords de temps en temps. Mais en réalité, nous, la Hongrie, sommes l'opposition au système de Bruxelles. Par conséquent, nous sommes aussi l'opposition à l'élite politique qui s'est agrégée autour du système bruxellois. Parlons franchement. Bruxelles est sous l'emprise d'une oligarchie organisée par l'élite transatlantique et libérale de gauche. C'est un système de pouvoir. Un système de pouvoir qui n'est pas européen, mais global. Ce n'est pas une démocratie, mais une oligarchie, et il ne repose pas sur la souveraineté des États-nations, mais sur une structure fédérale. Même un aveugle peut voir que nous faisons face à un front uni libéral progressiste, soutenu financièrement par George Soros. Il nous attaque parce que nous sommes souverainistes, voire patriotes. Il nous attaque parce que nous exigeons que l'État de droit s'applique également à Bruxelles. Il nous attaque parce que nous demandons que la lutte contre la corruption concerne aussi Bruxelles. Prenons l'exemple scandaleux du commissaire Didier Reynders. Pendant des années, il a accablé la Hongrie,
l'accusant de violation de l'état de droit et de corruption. Aujourd'hui, alors que son mandat est terminé, il est sous le coup d'une enquête pénale pour corruption et abus de pouvoir. Et ce sont eux qui nous donnent des leçons, alors qu'ils ne voient même pas la poutre dans leur propre œil. Messieurs, nous connaissons leur méthode de combat. Ils utilisent tous les moyens possibles. Promettre des postes, des bourses, des distinctions, de la visibilité médiatique, du pouvoir et de l'argent. Et s'il le faut, ils menacent avec des sanctions financières, des amendes, des privations de droit de vote ou d'autres moyens de pression. Ne nous faisons pas d'illusions, il y aura toujours parmi nous ceux qui auront peur. Ceux qui penseront qu'il existe un moindre mal. Si nous ne mettons pas fin à cette spirale de chantage maintenant, elle ne fera qu'empirer. Et puis, bien sûr, ils installent leurs favoris du moment, leurs marionnettes, à la tête des États membres. Regardons vers Varsovie. Le gouvernement conservateur polonais a en réalité été remplacé par le gouvernement libéral actuel, sous la pression des bureaucrates bruxellois. Nous pouvons voir que leurs outils ne sont ni inefficaces, ni inoffensifs. En revanche, notre force politique provient d'une autre source. Nous ne comptons pas sur Bruxelles pour entrer dans les cercles du pouvoir. Notre force ne vient pas de Bruxelles, ni de l'approbation de l'élite libérale de gauche. Nous demandons et recevons notre mandat des citoyens européens. Aux élections européennes, une nouvelle majorité de droite est devenue une possibilité réelle, capable de remplacer l'élite bruxelloise. Lors du débat du Parlement européen sous la présidence hongroise, cette nouvelle force a, pour la première fois, démontré sa puissance. La présidence hongroise a prouvé la nécessité et la possibilité d'un changement. La conjoncture actuelle est bien plus favorable qu'elle ne l'était en 2024. Non seulement nous nous sommes renforcés, mais, entre-temps, le navire amiral de la politique libérale occidentale a également sombré. Le monde occidental a élu à Washington un président patriote, en faveur de la paix, opposé à l'immigration et soutenant la famille. Dans quelques heures seulement, même le soleil brillera différemment au-dessus de Bruxelles. Un nouveau président en Amérique, une grande faction patriotique à Bruxelles, un enthousiasme immense, des patriotes éprouvés qui aiment leur pays. Ainsi commence la grande offensive. J'annonce ici et maintenant la deuxième phase de l'opération visant à reprendre Bruxelles. Merci de m'avoir écouté. En avant la Hongrie, en avant les Hongrois. Le discours de Viktor Orban nous offre une perspective unique sur le leadership, la vision à long terme et la gestion des crises. Au-delà de ses propos politiques, il est possible d'en tirer des leçons applicables pour aller d'excellence en excellence dans la vie personnelle et professionnelle. Voici quelques enseignements pratiques qui peuvent transformer votre approche de la réussite. 1. Clarifier ses valeurs fondamentales et les défendre avec conviction. Viktor Orban met en avant l'importance de rester fidèle à ses principes, même face à l'adversité. Il insiste sur la souveraineté, la lutte contre la corruption et la défense de l'identité nationale. Dans la vie personnelle et professionnelle, il est essentiel de clarifier vos valeurs et de les défendre coûte que coûte. Cela peut inclure l'intégrité, le respect des engagements ou encore la poursuite de l'excellence. Si vous savez ce que vous représentez, vous serez moins vulnérable aux pressions extérieures. 2. Faire preuve de courage dans un environnement hostile. Orban parle des attaques qu'il subit pour ses choix politiques et insiste sur la nécessité de ne pas céder face aux pressions. Dans un contexte professionnel ou personnel, cela correspond au courage de défendre ses idées, même lorsque cela vous met en porte-à-faux avec l'opinion dominante. Cela signifie aussi avoir la capacité de dire « non » lorsque c'est nécessaire, ou de prendre des décisions impopulaires mais alignées avec vos convictions. 3. Créer une source de force intérieure et collective. Orban évoque la nécessité pour la Hongrie de puiser sa force dans le peuple, et non dans une approbation extérieure comme celle de Bruxelles. À titre personnel, cela nous enseigne l'importance de cultiver des sources internes de motivation et de résilience plutôt que de dépendre de validations externes. Par exemple, dans un contexte professionnel, au lieu d'attendre des compliments ou des promotions pour vous motiver, concentrez-vous sur la satisfaction de faire du bon travail et sur votre propre progression. 4. Avoir une vision stratégique à long terme. Orban critique les politiques bruxelloises pour leur manque de vision réaliste et durable. Il valorise une approche plus stratégique, en établissant des plans qui reposent sur des fondations solides. Dans la vie personnelle et professionnelle, cela équivaut à penser au-delà du court terme et à aligner vos actions sur vos objectifs à long terme. Cela nécessite de poser des bases solides aujourd'hui pour des résultats qui dureront dans le temps. 5.
savoir exploiter les opportunités dans les crises. Orbán souligne que les changements majeurs naissent souvent des crises, comme celle que traverse l'Union européenne. Il ne se contente pas de dénoncer les problèmes. Il voit dans ces crises des opportunités pour renforcer la souveraineté et modifier le système en profondeur. Pour vous, cela signifie apprendre à voir chaque défi comme une opportunité de croissance ou de transformation. 6. Être un leader avec une mission claire. Orbán incarne un leadership basé sur une vision claire, renforcer la Hongrie et défendre ses valeurs. De la même manière, pour exceller, il faut devenir un leader dans son domaine, même si ce n'est qu'à petite échelle. Cela signifie inspirer les autres, leur montrer une direction claire et leur donner les outils pour réussir. 7. S'entourer d'alliés et bâtir des relations solides. Orbán insiste sur l'importance de rassembler les forces conservatrices en Europe pour créer un mouvement capable de changer les choses. Dans la vie professionnelle, cela nous rappelle l'importance des réseaux et des alliances. Personne ne réussit seul. Il est essentiel de bâtir des relations authentiques et mutuellement bénéfiques. 8. Rester humble, mais déterminé. Bien que Viktor Orbán critique Bruxelles avec fermeté, il montre aussi une forme de réalisme. Il reconnaît les défis et les forces en présence. Cela reflète une leçon essentielle. Le chemin de l'excellence nécessite d'être lucide sur ses propres forces et faiblesses, tout en restant résolument orienté vers ses objectifs. 9. Faire preuve de résilience et d'endurance. Orbán mentionne que la lutte contre le système bruxellois est un combat de longue haleine, nécessitant des efforts continus et de la persévérance. Dans la vie personnelle et professionnelle, la résilience est une qualité essentielle pour surmonter les obstacles et atteindre ses objectifs. Conclusion, vers une excellence durable. Les propos de Viktor Orbán nous rappellent que la poursuite de l'excellence repose sur des principes fondamentaux. Le courage, la clarté des valeurs, la vision à long terme, la résilience et la capacité à transformer les crises en opportunités. En appliquant ces leçons dans votre vie personnelle et professionnelle, vous pouvez non seulement atteindre l'excellence, mais aussi inspirer les autres à faire de même. Selon vous, comment peut-on identifier les opportunités cachées dans une crise personnelle ou professionnelle? Quelle place accordez-vous à vos valeurs fondamentales dans vos décisions quotidiennes, et comment les défendez-vous face aux pressions extérieures? Partagez vos réflexions dans les commentaires et enrichissons-nous mutuellement. Merci et à très bientôt.